Le 2 janvier 2007, Agnès quitte son mari pour s'installer avec un nouveau compagnon, Laurent. 2 jours plus tard, Jean-Pierre les agresse avec un couteau. Laurent s'en sort par miracle. Agnès, elle, reste handicapée à vie. Agnès a reçu 6 coups de couteau, 5 dans l'abdomen et un dernier dans la bouche. Elle est entre la vie et la mort. En la voyant, Laurent s'évanouit. Ils sont transportés tous les deux à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Jean-Pierre Consoletti comparé pour une double tentative d'assassinat. La mère et le frère d'Agnès arrivent au palais de justice. Pour l'instant, je suis bien, mais c'est quand je vais le voir, je ne sais pas ce que... Enfin, si, les réactions, il faut les garder pour soi. La deuxième victime de cette agression, Laurent, arrive accompagné de sa mère. Début 2007, Agnès et Jean-Pierre vivent dans cette maison avec leurs 3 enfants, qui ont à l'époque 13, 10 et 6 ans. Après 15 ans de vie commune, des tensions s'installent dans le couple. Agnès rencontre un autre homme, Laurent, avec qui elle décide de vivre. Ils choisissent ensemble une maison à Péronnas. Ils s'y installent en premier. Agnès doit le rejoindre plus tard. Elle veut prendre le temps de préparer son mari à la séparation. Laurent vit aujourd'hui encore dans cette maison. Agnès ne devait pas me rejoindre de suite, parce qu'il a quand même été évoqué qu'elle avait peur de son mari, et c'est vrai qu'elle voulait, très honnêtement, faire les choses plus ou moins en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'elle voulait l'annoncer et partir ensuite. Mais 3 jours après, tout s'accélère. Entre midi et 2, j'ai reçu un coup de téléphone et elle m'a dit « je pars aujourd'hui ». Alors bon, moi ça ne me posait pas de problème parce que la maison était accueillante et il y avait de la place, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été prévu comme ça au départ. Agnès laisse à son mari un petit mot. « J'arrive plus à vivre, comme tu as pu le voir. Je suis à Péronnas, chez Laurent. Il nous héberge. Ne m'en veux pas. Tes enfants t'aiment comme moi ils m'aiment. Tu resteras toujours leur père. Reste calme, fais-le pour les enfants si tu les aimes. » Sa fille rajoute un petit mot pour dire à son père qu'elle l'adore. Jean-Pierre est effondré. Gracia, sa fille issue d'un premier mariage, vient le soutenir. Je crois que pour lui, c'était la fin, en fait. Il voyait pas la vie sans Agnès, de toute façon. C'était vraiment la femme de sa vie et il savait plus quoi faire. Il était désespéré. C'était un homme désespéré à ce moment-là. Dans la nuit, ça a été, je vais pas dire l'enfer, mais c'est clair qu'on n'a quasiment pas dormi de la nuit. Ça a été des appels, incessants, quoi. Son téléphone sonnait, je vais pas dire toutes les 2 ou 3 minutes, mais bon, 107 appels dans une nuit, c'est hallucinant, quoi. Sans compter les textos et tout le reste, quoi. Au milieu de la nuit, je l'entends qui crie dans son lit et qui m'appelle et qui appelle Agnès. Il était en crise de nerfs ou je sais pas, il était bloqué, il n'arrivait plus à respirer, il était vraiment dans une crise vraiment horrible. Et moi j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé mon voisin et ils sont venus, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le lendemain matin, Jean-Pierre sort de l'hôpital, il est beaucoup plus calme. Il appelle Agnès et demande à passer la voir pour discuter de l'avenir de leurs enfants. Elle m'a dit, il doit venir avec le plus jeune des enfants. Et elle me dit, est-ce que ça te convient? Je lui dis, écoute, s'il ne vient pas seul, oui. Voilà, parce que c'était aussi, je dirais, un gage de tranquillité pour nous de savoir qu'il viendrait accompagné de quelqu'un. Chez lui, pourtant, Jean-Pierre ne dit à personne qu'il va voir Agnès. Il explique à Gracia qu'il va faire des courses au supermarché et lui demande de garder les petits pendant une demi-heure. Aucun de ses enfants ne le voit mettre dans sa poche un couteau de cuisine. Mon père me dit Gracia, reste là, il faut que j'aille faire des courses pour les petits. Fais-moi une petite liste et je reviens. Il nous dit au revoir et il va voir le plus petit et il lui dit je t'aime. Donc moi déjà, pour moi, quand il lui a dit je t'aime, je sais pas si c'était naturel chez eux, mais ça m'a fait quelque chose quand il lui a dit ça. C'était pas normal. Enfin, il n'allait pas lui dire ça comme ça. Et ensuite, il part et puis on l'a jamais revu. Jean-Pierre ne s'arrête pas au supermarché. Il va directement chez Agnès et Laurent.
Agnès l'accueille. Et j'entends parler, mais vraiment très calmement, très sereinement. Donc moi, je continue ce que j'ai à faire. Et puis je les rejoins, je ne vais pas dire, peut-être au bout de 2, 3, 4 minutes, je ne sais pas. Ce qui m'avait le plus surpris, c'est le fait qu'il soit seul. Mais bon, ça se passait bien avec Agnès. Je lui ai proposé s'il voulait boire un café ou autre chose. Il m'a dit un café, donc j'en ai pris un aussi, Agnès un thé. Et puis ils ont discuté, l'un et l'autre, en ce qui concerne les enfants, la garde des enfants. Moi la seule intervention que j'ai faite, c'est lorsqu'il m'a posé la question de savoir quelle allait être mon attitude et mon comportement vis-à-vis de ses enfants. Alors je lui ai juste répondu que je ne serais jamais leur père, que je serais juste un ami, ou quelqu'un dont ils auraient besoin pour les devoirs ou pour les activités extrascolaires, si besoin, bien évidemment, mais qu'en aucun cas je le remplacerai. Jean-Pierre demande alors à visiter la maison pour voir comment ses enfants seront accueillis. Agnès lui montre donc les lieux, puis le raccompagne vers la sortie. Lui est prêt à partir, puisqu'on allait presque prendre congé. On pensait qu'il allait s'en aller. Et puis c'est à ce moment-là que moi je prends un coup. Pour moi c'est un coup de poing. Je pensais qu'il voulait se bagarrer. Laurent ne réalise pas immédiatement que c'est avec un couteau que Jean-Pierre l'a attaqué. Pour mettre un terme à ce qu'il croit être une simple bagarre, il sort en courant par une fenêtre. Il tombe alors nez à nez avec 2 ambulancières qui passent par là par hasard et qui le dissuadent de retourner dans la maison. Il a vu que j'étais blessé assez sérieusement. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre crier dans la maison. Voilà. Et là, ça a duré une éternité. On sait que maintenant que ça a duré que 2 minutes 30, mais on a eu l'impression que ça durait des heures. Parce qu'on ne pouvait rien faire, on attendait que ça se termine, quoi. Voilà. Et quand on n'a plus entendu crier, on a vu M. Consoletti sortir de la maison de façon très très calme. Il m'a dit en me regardant droit dans les yeux, je te retrouverai, je te tuerai. Quand on est rentré dans l'entrée, on a découvert Agnès dans un bain de sang. Pendant ce temps, Gracia s'inquiète de plus en plus de ne pas voir son père revenir. Son portable, il était éteint. J'ai appelé au moins une trentaine de fois. Et c'est lui qui me rappelle. Au bout de 2 heures. Il me rappelle, il me dit je fais une bêtise. Il me dit j'ai tué Agnès. Moi j'y croyais pas quand il m'a dit ça. Je me suis dit mais c'est pas possible. Arrête tes conneries, je disais. Et après il m'a dit c'est soit je vais me foutre en l'air ou soit je me rends. Qu'est-ce que je dois faire? Donc moi je lui ai dit qu'il aille à la gendarmerie. Jean-Pierre se constitue prisonnier et les gendarmes sont ébahis par son calme, peu compatible avec la gravité des faits qu'il vient d'avouer. Il est mis en examen pour double tentative d'assassinat. Retour à la cour d'appel de Bourg-en-Bresse. Dans les scellés, l'arme du crime. La présidente donne la parole à Jean-Pierre Consoletti. C'est un gâchis, dit-il. J'ai pas supporté que ma femme me quitte, c'était tout pour moi. Pire que l'amour, de la rage. Selon lui, tout a basculé lorsqu'il a visité la maison et qu'il est passé devant la chambre à coucher de sa femme et de son amant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Si l'on veut être rationnel, on se dit forcément, s'il a pris le couteau, c'est pour s'en servir. Et d'ailleurs, l'histoire démontre qu'il s'en est servi. Mais c'est autrement plus singulier et plus subtil que ça, l'analyse qu'on peut en faire. Parce que on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'il est tellement mal qu'il ne sait pas lui-même, il est incapable de l'expliquer. Il a pris le couteau, peut-être pour se rassurer, peut-être dans le but de menacer son rival. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne porte pas les coups tout de suite quand il arrive. Il pourrait porter les coups dès qu'on lui ouvre la porte. Auquel cas, on pourrait dire, mais il s'est emparé du couteau pour frapper. Il va porter les coups quand on va lui montrer la chambre à coucher de ce nouveau couple. Et quand on va lui dire, c'est notre chambre. Et là, il sort le couteau, il frappe. Le geste de Jean-Pierre Consoletti serait donc un acte passionnel. Un point de vue que partage sa fille aînée, Gracia. La vérité, c'est qu'il y a eu trop d'amour et que l'amour en est devenu à la haine, en fait. Pour moi, c'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas dire. Ça, il y en a, et je pense que c'est l'amour qui a rendu mon père dans cet état-là. Mais pour l'avocate d'Agnès et Laurent, rien n'explique la violence du passage à l'acte, alors que la rencontre avait été sereine et courtoise.
Il dit qu'il l'aime, qu'elle était tout pour lui. Ça colle pas avec la froideur de sa préparation, de sa préméditation, ce couteau qu'il emmène, ces coups qu'il porte à plusieurs reprises à son épouse, jusqu'à ce qu'elle bouge plus. On ne quitte pas Consoletti, on ne le laisse pas seul. Donc je trouve qu'il n'y a rien ni de passionnel, ni d'amoureux, ni d'altruiste dans ce geste. Quand il dit qu'il voulait, Agnès c'était la femme de sa vie, tout ça, bon, quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. Et demain, on va voir comment, quand il va voir sa femme, dans quel état elle est, je pense que ça va lui faire un choc. 2 des 3 enfants d'Agnès et Jean-Pierre assistent au procès de leur père. Depuis le drame, ils vivent dans un foyer entouré d'éducateurs. Cette première journée a été très éprouvante pour eux, malgré le soutien de leur avocate. Pour se protéger, je crois qu'avant cette audience, ils ont essayé de se créer une vérité. Et aujourd'hui, ils arrivent dans une cour d'assises où pendant 3 jours, on est en train de parler de ce que leur père a fait. Et là, tout d'un coup, il y a une résonance particulière parce qu'il y a une certaine vérité, qu'il y a une réalité qui est en train de se créer, autre chose que leur vérité. Voilà, il faut qu'ils arrivent à entendre ce qui s'est vraiment passé. Du coup, ils se trouvent dans un conflit de loyauté, où à la fois ils ont leur mère qui est sur le banc des parties civiles, des victimes, et où en même temps ils ont leur père qui est dans le box des accusés, et que pour eux, ils ont l'impression qu'il faut choisir. Or pour des enfants, c'est pas possible. Avant de partir, la mère d'Agnès organise avec son avocate l'arrivée de sa fille pour le lendemain matin. Demain matin à 9h, oui, il faut arriver un petit peu avant. D'accord. Agnès va arriver vers quelle heure? Vers 10-11h? 11h plutôt. Moi, j'ai peur qu'elle ne tienne pas sur une chaise. C'est pour ça qu'il faut un accoudoir. Il faut que je vienne plutôt Parce demain matin et que je regarde. Elle a tendance à tomber quand même. Oui, j'ai elle vu l'autre penche, jour. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose où elle soit tenue de chaque côté. Voilà. D'accord. Voilà, bon, demain. Fin de la première journée d'audience. Deuxième jour du procès. Agnès arrive, son avocate va l'accueillir. Ah, la voilà. C'est important de nous dire pour vous ce que vous vivez depuis, etc. C'est mais oui, mais c'est important de le dire, ça vous voyez, parce que pour dire ça, c'est important de le dire, bien sûr. Il y a vos enfants qui sont là, ils ont besoin aussi que vous soyez forts, que vous soyez capables de dire ça, il faut que tout le monde voit ce qu'il y a. Je demande à ce qu'ils viennent la chercher. Alors ils vont venir à plusieurs. Ah, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est fort. On va vous demander s'il vous plaît qu'elle ne reste pas dans le froid, s'il vous plaît. Oui. Agnès est angoissée et son transport jusqu'à la salle d'audience est très éprouvant pour elle. Malgré sa peur, elle témoigne d'une voix étouffée. Agnès ne voit plus bien de l'œil gauche, elle ne s'aperçoit pas tout de suite de la présence de son ex-mari dans le box. J'avais peur de lui, dit-elle. Il m'avait dit plusieurs fois, si tu pars, je te tue. Mais elle ne parvient pas à évoquer l'agression. C'est trop difficile, s'excuse-t-elle. Et elle rejette les déclarations d'amour de son ex-mari. Il ne m'aime pas. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas fait ça. L'après-midi, la présidente entend des experts dans le but de mieux cerner la personnalité de Jean-Pierre Consoletti. Tous relèvent son impulsivité et sa difficulté à supporter les frustrations. Le psychiatre en conclut qu'il est un homme extrêmement dangereux et que le risque de réitération est majeur. La présidente rappelle que Jean-Pierre Consoletti est déjà passé une première fois devant la cour d'assises, en 2000. À l'époque, il vit une relation extra-conjugale. Lors d'une dispute avec le mari de sa maîtresse, il frappe l'homme, qui fait une mauvaise chute et décède peu après. Mais l'accusation ne réussit pas à prouver que sa mort résulte du coup porté par Consoletti. Ce dernier est donc finalement acquitté. Une première comparution aux assises des dons dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose qui est de nature à vous faire réfléchir. Lui, à aucun moment. Les experts psychiatres expliquent ensuite à la barre qu'après son incarcération pour tentative d'assassinat sur Agnès et Laurent, Jean-Pierre Consoletti se fait passer pour un malade mental et parvient à les abuser pendant presque 1 an, jusqu'à ce qu'il soit certain
qu'il s'agisse bien d'une simulation. Il se présente d'abord comme un grand schizophrène, il entend des voix, c'est Jésus-Christ qui envoie le psychiatre, Dieu vient le consulter au parloir, on a quelque chose de complètement délirant, tout un tas de signes cliniques qui vont intriguer les psychiatres, qui se posent la question, est-ce qu'il est schizophrène, est-ce qu'il a une pathologie mentale, et puis qui vont écarter parce que ça ne tient pas. Mais on met du temps à le percer à jour, ça dure quand même presque une année. Il ne fait pas le fou, il ne simule pas la folie devant le juge. Il lui répond. Et il reconnaît sa responsabilité. Et devant les psys, dans un mécanisme qui tient peut-être à ce qu'on lui a dit en prison d'ailleurs, hein. C'est peut-être un conseil de radio-prison. Il essaie de faire le dingue pour, espère-t-il, aller en hôpital psychiatrique où il pense qu'il sera mieux. C'est très enfantin, c'est très immature. C'est une façon d'échapper à un quotidien qui est difficile pour lui. Tantôt indifférent, tantôt arrogant, Jean-Pierre Consoletti, tout au long de cette journée, agace la cour. Moi, je le trouve égal à lui-même, je ne trouve pas de modification. On a quelqu'un qui n'exprime rien de vrai, rien de sincère. Il ne fait jamais d'autocritique, il ne balaye jamais devant sa porte, Jean-Pierre Consoletti. C'est bien frustrant à l'audience. Tout le monde a culpabilisé dans ce procès. La fille de M. Consoletti d'une première union culpabilise. M. Maigre culpabilise. Madame Consoletti, divorcée aujourd'hui, culpabilise. Les enfants que je représente culpabilisent. Tout le monde culpabilise, sauf le principal intéressé. On attendait qu'il exprime une forme de repentance. Bon, il n'a pas les mots. Et alors c'est très curieux, quand il dit pardon, on lui dit mais vous auriez dû le dire avant. Et s'il ne le dit pas, on lui dit mais alors vous n'avez même pas dit pardon. De sorte que quoi qu'il fasse, de toute façon, l'accusé est résumé, encerclé et enfermé dans son cri. Troisième et dernier jour du procès. Le verdict doit être prononcé avant la nuit. Ce matin, l'avocate d'Agnès et de Laurent et celle des enfants expliquent à leurs clients le déroulement de la journée. Mais surtout si vous sentez que ça monte, que ce que vous entendez pendant les plaidoiries, vous n'arrivez pas à tenir, vous sortez. On ne vous en voudra pas. D'accord, c'est normal, je comprends que ça soit difficile. D'accord ? Mais je veux que vous soyez sûr d'une chose, quand je vais plaider pour vous, je ne suis pas là pour accuser votre père. Même si je peux me montrer dure parce que je suis un peu déçue, parce que j'aurais aimé qu'il vous dise plus de choses à l'audience, quand je l'ai interrogé lundi après-midi. Je ne suis pas là pour l'accuser de quoi que ce soit. C'est votre père. D'accord ? L'avocate d'Agnès et Laurent plaide en premier. Pour elle, la préméditation est évidente. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de ton qui monte, il n'y a pas l'arme qu'on sort en pleurant, en disant, en suppliant. J'aurais pu comprendre un homme qui veut intimider, qui sort couteau en disant « Regarde, je suis prêt à me trancher les veines, je suis prêt… » Pas du tout. Il n'y a pas le moindre mot. Au moment où ils sont en train de le raccompagner, c'est fini, ça s'est bien passé, on a discuté pour les tickets de cantine des enfants, on lui a montré la maison, on le raccompagne, ça va s'arrêter, c'est là qu'il tue. C'est ce qui me fait dire que il n'est pas venu là pour discuter, il n'est pas venu là pour essayer de les convaincre, il n'est pas venu là pour reprendre la femme qu'il aime, il est venu là pour les tuer. C'est alors de façon, mais je veux dire, il n'y a pas un atome de ma personne qui pense différemment. C'est au tour de l'avocate des enfants de s'exprimer. Elle regrette que leur père n'ait pas su profiter de ce procès pour leur transmettre un message fort. J'aurais aimé qu'il puisse dire à ses enfants, faut pas le faire, c'est pas bien, ce que j'ai fait, j'avais pas le droit, même si j'avais pas le droit, je ne pouvais pas. Il a pas dit ça. L'avocat général, qui représente les intérêts de la société, commence ensuite son réquisitoire. Elle demande aux jurés de donner à l'accusé un message clair et dépourvu de toute ambiguïté. On n'a pas le droit de chercher à tuer, fût-ce par amour. Elle requiert 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La fille de M. Consoletti est partie après ses réquisitions. Elle nous a dit que pour elle, c'était trop difficile, trop insoutenable, qu'elle ne pouvait pas rester et que là, elle était arrivée aux limites de ce qu'elle pouvait supporter et entendre. Je n'imaginais pas une seconde qu'on puisse, dans un dossier comme celui-là, requérir 30 ans de réclusion criminelle de tiers sûreté. Pour un homme qui est un homme honnête et qui a commis un crime dans un contexte passionnel très précis et très particulier. Alors, c'est à désespérer de tout. Je ne sais pas ce que fait l'avocat général, moi, si demain, elle est amenée à requérir dans une affaire de terrorisme. Pour Maître Dupond-Moretti, un réquisitoire aussi sévère peut avoir des conséquences négatives pour toutes les parties. Si la cour d'assises ne suit pas ce réquisitoire,
la victime, qui est clouée dans le fauteuil du malheur, là, de la façon la plus atroce qui soit, aura le sentiment de ne pas avoir été entendue, qu'on n'aura pas pris en compte son malheur. Les enfants de l'accusé, la petite tout à l'heure, elle pleurait sur le trottoir là-bas, parce que 30 ans, elle trouve que c'est insupportable. Lui, s'il est condamné à 30 ans, il fera évidemment appel pour espérer et pour être condamné à une peine raisonnable dans ce type d'affaires. Et personne ne peut être satisfait de ce réquisitoire. En début d'après-midi, Agnès revient pour le dernier acte du procès, la plaidoirie de l'avocat de Jean-Pierre Consoletti. Maître Dupond-Moretti explique que son client n'est pas une crapule, mais un homme qui a perdu pied. Pour lui, il a clairement agi sous le coup de la passion, sans préméditer son geste. La préméditation, ça n'est pas que le fait d'avoir préparé, c'est le fait d'avoir préparé en conscience, l'âme claire et sereine. Et l'état passionnel ne peut pas générer une préméditation. Pendant toute la plaidoirie de son avocat, Jean-Pierre Consoletti pleure. Les jurés partent délibérer. Après 4 heures, le verdict tombe. La préméditation n'a pas été retenue et Jean-Pierre Consoletti est condamné à 20 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté.